Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous et bonne journée, nous sommes ensemble pendant une heure, bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, Territoire d'info, c'est une heure de direct et on retrouvera notre invité politique à 8h, aujourd'hui c'est Yannick Jadot qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale, puis vous retrouverez le Zap Élysée, le premier zapping politique de la journée, mais tout de suite c'est le JT des territoires dans un instant. Vous avez peut-être le nez qui coule, les yeux qui grattent et vous toussez encore plus en cette période de grande chaleur. Vous êtes sûrement allergique aux graminées. L'allergologue Béatrice Benabès-Gézaroui nous parle de cette allergie qui touche près du quart de la population française au micro de Anne Canaan pour WEO TV. Alors, les graminées vont être dans l'atmosphère jusque fin juillet à peu près, avec un pic qu'on va atteindre au mois de juin et une décroissance ensuite. Les graminées, qu'est-ce que c'est ? Ce sont toutes les mauvaises herbes que l'on peut voir au bord des champs, au bord du parc Saint-Pierre, au bord des routes, tous ces petits plumeaux là avec lesquels les enfants font souvent le jeu poulet coq. Voilà, c'est ça une graminée en fait. Donc on ne s'en méfie pas et ça donne des très très petits pollens qui rentrent au niveau des voies respiratoires, qui pénètrent très profondément et qui vont déclencher donc les allergies respiratoires. Donc lorsqu'on a des symptômes tous les ans à la même époque, à partir du mois de mai, juin et juillet, eh bien l'année d'après, je pense qu'il faut consulter à un moment donné son médecin pour lui demander son avis. Et pour l'année suivante, on pourra prendre des traitements préventifs à partir par exemple du 15 avril ou du 1er mai, de manière à ne pas être malade cette année-là. Alors, si on sait qu'on y est allergique, donc c'est qu'on a eu un bilan avec des tests cutanés. Donc, on a mis en évidence par ce bilan l'allergie aux graminées. Et donc, les médecins spécialistes peuvent ensuite proposer à la personne ce qu'on appelle une désensibilisation, qui va durer 4 saisons polliniques, de manière à atténuer les symptômes ou guérir de cette allergie pollinique. Circuit de proximité, les producteurs s'engagent dans les territoires. C'est le cas en Occitanie, où la ville de Moggio a créé en 2014 une charte pour que seuls les producteurs locaux s'installent et vendent en bord de route sur leur territoire. Une initiative en faveur des circuits de proximité très appréciée par les consommateurs. Frédéric Sillet pour TV Sud. Ses yeux experts repèrent rapidement les fruits les plus mûrs. Il est 10h et Madame Pipito s'active sous les serres de l'exploitation qu'elle gère avec son mari. Les dernières fraises de la saison sont prêtes à partir sur l'étal de vente du couple d'agriculteurs. Un stand de fruits et légumes à seulement quelques minutes de leur terre. Les fruits sont ramassés mûrs, arrivés sur notre point de vente mûrs. Donc c'est ça qui fait la différence de goût et la différence des produits. Des fraises, des tomates, des abricots, que des fruits et légumes de saison. Et pour cause, monsieur et madame Pipito se sont engagés à vendre sur leur stand au moins 70% de leur production. Alors, des asperges, profitez-en, c'est pratiquement les dernières. Des asperges, oui. Ces agriculteurs de Moggio ont signé une charte avec leur commune et la chambre d'agriculture de l'Hérault. Aujourd'hui, tout le monde est en attente de savoir d'où viennent ses produits, d'avoir une sécurisation de sa production, de son approvisionnement. On parle tout le temps effectivement de circuit court, de l'agriculture traditionnelle, qu'on veut être traditionnelle, ou avec des produits qui sont sains, de saison, proches. Et après, dans la réalisation, en fait, tout l'enjeu, c'est de le mettre à portée du consommateur. Grâce à cette charte, les consommateurs sont sûrs de la provenance des produits, un gage de qualité très apprécié par les clients. L'autre jour, je suis venue chercher des fraises, j'ai attendu qu'elles soient ramassées. Ça ne peut pas être meilleur. J'ai pris des tomates que je ne trouve pas ailleurs, c'est-à-dire celles-là. Il n'y a presque pas de graines, elles sont excellentes. Mise en place depuis 2014 à l'initiative de la ville de Moggio, la charte a permis d'apporter une meilleure visibilité aux producteurs locaux. Prochaine étape, la création d'un logo pour mettre encore plus en avant ces agriculteurs. Vous voulez un sachet ? Et maintenant, cette initiative lancée par Interbev, l'interprofession élevage et viande, qui a pour but de faire découvrir au public la diversité des activités de sa filière au travers des visites et des portes ouvertes organisées dans toute la France. Campagne TV les a suivis il y a quelques jours. Visite de ferme d'élevage, échange avec des commerçants en bestiaux,
rencontres avec des bouchers ou découvertes des activités du secteur de la transformation de la viande, cette 3e édition des rencontres Made in Viande a été l'occasion d'explorer la diversité des savoir-faire de professionnels passionnants et passionnés. Je suis venu par curiosité, voilà, tout simplement, et je suis très satisfait. C'est une entreprise locale qui a un développement important et il est toujours intéressant de voir le développement de cette entreprise, les traçabilités, la façon de travailler. Les gens prennent connaissance quand même de beaucoup de choses. AgriViande a souhaité encore cette année participer aux rencontres Made in Viande pour permettre donc au public de consommateurs et de clients de pouvoir connaître nos établissements, connaître notre métier, pouvoir avoir connaissance de quelles sont les pratiques en termes sanitaires, en termes de qualité qui sont les nôtres au sein de notre entreprise et pouvoir, je dirais, démystifier un petit peu ce métier de la viande et cette filière viande. AgriViande souhaite surtout montrer au public que notre travail est fait avec professionnalisme, avec qualité et que l'on souhaite pouvoir les convaincre que manger de la viande ou remanger de la viande pour toute la filière, ce serait quelque chose de formidable parce que les gens qui y travaillent font tout pour que ça se passe bien et que ce soit bien fait. Cette année, les femmes et les hommes de la filière se sont à nouveau largement mobilisés pour montrer la réalité de leur métier, tout comme leur volonté de bien faire afin de proposer aux consommateurs une viande de qualité, caractéristique du terroir français. C'était aussi l'occasion de rappeler que la filière recrute et offre un large éventail d'emplois très divers. Le message que les professionnels de la filière viande veulent passer, c'est montrer leur volonté d'ouvrir leurs portes, de parler de leur métier en toute transparence, de parler de la qualité des hommes qui y travaillent, la passion de ces hommes et leur savoir-faire. Ces journées Made in Viande permettent de montrer au grand public l'ensemble de nos activités allant de l'élevage, passant par la transformation, la découpe et la vente. Ça permet aussi de passer un message, on a un besoin de personnel, on recrute actuellement. Depuis leur première édition, les journées Made in Viande ont rencontré un véritable succès auprès du public, mais aussi auprès des professionnels de la filière, qui ont pu expliquer leur engagement, faire la lumière sur leur métier et discuter de multiples facettes de leurs activités. L'occasion pour les visiteurs de se faire une idée par eux-mêmes de leur rôle dans le paysage agricole et alimentaire français. Direction les Vosges maintenant, où on part visiter le petit village de Bouc-sur-Ule qui a doublé sa population ce week-end avec les 7e rencontres autour du saule et de la vannerie. Un artisanat qui connaît chaque année un succès croissant et Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions y était. Nous sommes à Bouc-sur-Ule, on est à 30 minutes de Nancy, 30 minutes d'Épinal. Il y a 160 habitants à Bouc-sur-Ule et chaque année, depuis 7 ans, on organise les rencontres autour du saule, donc une manifestation autour de la vannerie. Les petites mains se sont mises en action pour ces 7e rencontres autour du saule, une manifestation qui ne cesse de prendre de l'ampleur au fil des éditions. Ici, on multiplie les stages, les conférences et toutes sortes d'animations autour de la vannerie. Une belle promotion pour ce qui est l'une des plus anciennes activités de l'histoire de l'humanité, forcément bien perçue par les rares vanniers encore présents sur le département. Régis Collin notamment qui cultive sur un demi-hectare à Dombreau-sur-Ver 8 variétés d'osier. Les gens ont l'impression que les paniers, ils les trouvent mais ils ne savent pas que c'est fabriqué, quoi. Ils n'imaginent pas le travail qu'il y a derrière. Donc là c'est un bel événement pour la promotion ? Oui, ça fait parler de la vannerie, du métier, puis des gens passionnés qui en reparlent autour d'eux et ça fait boule de neige. À tel point que de nombreuses nationalités sont représentées chaque année à Bouc-sur-Ule, village d'ailleurs dont on parle même à l'autre bout du monde. Lors d'un voyage en Nouvelle-Zélande, j'avais comme fil conducteur la vannerie, comme d'habitude, et je me suis retrouvée chez une vannière qui m'a parlé de Bouc-sur-Ule, parce que je ne connaissais pas. Donc on parle de Bouc-sur-Ule, petit village vosgien en Nouvelle-Zélande. Oui, voilà, c'est ça. Elle avait l'affiche, elle me l'a montrée, parce que je lui ai dit c'est pas possible, si c'est à côté de chez moi, je dois connaître, et donc voilà. J'ai pas raté ça, et depuis, je suis revenue chaque année. De nombreuses nationalités, on l'a dit, représentées au cœur de ces rencontres autour du saule et de la vannerie, l'occasion ou jamais d'échanger sur les différentes techniques propres à chaque pays. Les techniques sont toutes de partout les mêmes, c'est les matériaux normalement qui changent. La végétation du nord d'Espagne, c'est pareil qu'en France, mais dans le sud, c'est pareil que dans l'Afrique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de matériaux et ça veut dire beaucoup de techniques. Beaucoup de techniques apprises parfois sur le tas et sur le tard, à l'image d'Adrian, un Anglais qui n'a pas du tout commencé sa carrière dans l'osier. Avant, j'ai travaillé sur le pétrolium dans le mer Nord. Ouais. Donc un métier complètement différent. Oui, complètement différent, oui, mais je préfère ça.
Je préfère la vannerie. Ouais. Des nationalités et des parcours différents autour de stages de plus en plus nombreux pour répondre à la demande. Et c'est tout bénéfice pour la commune de Boucs-sur-Rhulle. Les gens qui viennent à Boucs-sur-Rhulle, on découvre qu'il y a un horticulteur, découvre qu'il y a un restaurant, découvre qu'il y a quelqu'un qui vend de la viande en vente directe, etc., etc. Donc ça crée une activité économique, ça favorise l'activité économique du village. 160 habitants habituellement à Boucs-sur-Rhulle, ils seront 2 fois plus nombreux à assister aux stages, conférences, marchés, randonnées et concerts prévus tout au long de cette 7e édition. Voilà pour finir ce journal classé au monument historique édifié en 1367. Elle est le lieu de culte juif français le plus ancien en activité et le second en Europe. La synagogue de Carpentras a fêté son 650e anniversaire ce week-end en présence du grand rabbin de France, Haïm Corsia, qui souligne l'importance de cette cérémonie. Des propos recueillis par Virginie Bataillé de laprovence.com. L'évidence, c'est les 650 ans de cette synagogue qui sont un moment fort de la communauté juive, mais on l'a vu avec l'assemblée extraordinaire qui était présente aujourd'hui, la diversité de cette assemblée, des prêtres, des imams, les politiques présents, la population de Carpentras qui est là avec les grands partenaires de la synagogue. Et c'est une façon d'ancrer cette synagogue et la communauté juive dans le tissu social local. Je crois que c'est ce qui est le cas depuis 650 ans et même plus lorsque les papes protégeaient, puis éloignaient les juifs, mais en tout cas étaient en lien permanent avec cette communauté. Et c'est une façon de rappeler la profondeur, l'ancienneté des racines de cette communauté qui est une part active, vivante du génie de la France et du génie de la région. Donc je trouvais évident d'être là pour accompagner ce qui est fait ici, tant la restauration du bâtiment que, au-delà, la pérennisation de ces mots, de ces gestes et de ces actions qui sont essentielles parce que je crois qu'on peut espérer ensemble, mais qu'on construit le futur ensemble, c'est encore plus de force. Voilà, fin de ce journal préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Mais tout de suite, la une de vos journaux en région ce matin. Voilà, on commence par la dépêche. Macron, Poutine, acte 1 à Versailles. Et ce sera d'ailleurs l'un des thèmes du débat des éditorialistes dans un instant. Le président français reçoit aujourd'hui son homologue russe pour ce qui sera leur premier tête-à-tête, une nouvelle ère pour les relations franco-russes. On verra ça tout à l'heure. Dans Ouest France, parité à l'Assemblée, ce n'est pas gagné. Et puis pour Sud-Ouest, un vent de renouveau va balayer la nouvelle Assemblée nationale. L'Écho de Haute-Vienne, 11 juin, premier tour des législatives, les urnes éclatées. Et puis pour la Charente libre, c'est les petits candidats qui vont à la pêche aux voix. Ils misent sur l'avenir, mais pas sur un siège de député. Et la Charente libre a rencontré ses candidats à la recherche de notoriété, de tribunes pour leurs idées ou de financement aussi pour leur parti. Pour la presse de la Manche, la campagne électorale fait les marchés. Et dans la Manche, comme partout en France, les marchés restent une valeur sûre des campagnes électorales, même à l'heure du numérique. Pour la Provence, qui va avaler le marché des cantines scolaires? Les leaders de la restauration collective se sont positionnés pour l'appel d'offres lancé par la mairie. Et le choix du prestataire doit être arrêté d'ici août 2018. Pour l'Union, eh bien, c'est ce qui pourrait changer à la rentrée 2017. Le nouveau ministre a dévoilé ses ambitions en matière de réforme de l'éducation nationale. C'est dans l'Union de Reims et également le décès de Jean-Marc Thibault, vous le savez, ce comédien à l'âge de 93 ans. Pour le Républicain lorrain, les flops chinois du Grand Est, plusieurs projets d'investissement chinois ont été lancés, parfois en grande pompe, avant de se dégonfler. C'est à la une du Républicain lorrain. Et puis pour le Midi Libre, des plantes pour nettoyer la planète. Des chercheurs montpelliérains se servent de végétaux pour dépolluer les sols. Une enquête intéressante dans les pages régions du Midi Libre. Enfin, pour la Voix du Nord, le site des Deux Caps remet son titre en jeu. 2 millions de visiteurs chaque année, un label grand site de France depuis 2011 et l'un des plus beaux panoramas
de l'Hexagone à lire en page 3 et à la une de La Voix du Nord. Voilà, j'accueille ce matin pour le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale Hubert Coudurier, le directeur de l'information du Télégramme. Bonjour Hubert, bonjour, et président de TBO Télé-Bretagne Ouest. J'accueille Jean-Michel Helvig de la République des Pyrénées. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Merci d'être là. Et j'accueille Jean-Louis Picot, responsable du Parisien et des pages économiques. Bonjour à Parisien tous. Éco. Bonjour Jean-Louis, merci d'être avec nous. À l'issue du sommet du G7 à Taormina, Hubert Coudurier, alors qu'Emmanuel Macron estime avoir obtenu des progrès côté américain sur la question du climat, la chancelière allemande Angela Merkel a jugé que les discussions de ce G7 n'ont pas été satisfaisantes du tout. Se démarque-t-il d'Angela Merkel, alors même que les observateurs, et c'est le cas de Jean-Michel Helvig qui est avec nous ce matin, saluent l'examen de passage diplomatique réussi du nouveau président qui reçoit aujourd'hui, vous le savez, à Versailles, Vladimir Poutine, qui promet un dialogue exigeant et sans aucune concession avec le président russe, Hubert Coudurier. Donc la question c'est est-ce qu'il se démarque pour commencer dans je ne sais pas, on est en train d'observer ça à la loupe, c'est vraiment le début, mais il m'a semblé que dans les propos qu'il tenait à l'égard du président américain, il y avait une forme de, disons, bienveillance réciproque, puisque le président Trump lui a dit qu'il avait voté pour lui, ce qui est évidemment faux, puisqu'on sait très bien qu'il était plutôt favorable à Marine Le Pen, et qu'il avait, au contraire, Trump avait reçu un peu froidement Angela Merkel. Angela Merkel, elle, a marqué une espèce de position très forte à l'égard de Trump sur le climat. On a pu parler d'un 6 contre 1 en la matière, alors que Macron a estimé qu'il y avait des évolutions positives dans son discours, qui devrait d'ailleurs être tranché cette semaine. Et je me suis demandé si finalement ça n'était pas une manière aussi de contourner Angela Merkel dans une forme d'alliance ou de reconnaissance mutuelle qui viserait, qui ne serait pas l'approche gaulo-mitterrandienne qu'on nous avait un peu vendue. On serait dans la continuité d'une diplomatie qui est finalement très atlantiste depuis Nicolas Sarkozy et que François Hollande avait poursuivi. Et c'est dans votre éditorial du Télégramme ce matin. Alors, Jean-Michel Helvig, vous parlez d'un examen de passage diplomatique plutôt réussi. D'ailleurs, les observateurs sont dans votre sens. Oui, enfin, c'est une sorte d'examen, c'est impartiel, à l'université. Quand on se rappelle Sarkozy en 2007, Hollande en 2012, pour des raisons très différentes, ils avaient un peu trébuché sur cette première marche qui les faisait apparaître pour la première fois au niveau international. Sarkozy, c'était pas une conférence de presse avec des mots un peu malhabiles. On ne sait pas exactement si c'était à cause de Poutine qui lui avait dit des choses désagréables ou si c'était pour d'autres raisons. Et puis Hollande qui était un peu engoncé par rapport à Obama. Bon. Mais tout ça était évidemment, c'est un peu folklorique, mais en même temps c'est important parce que ça, d'emblée ça donne une stature. Ça résume pas le bilan, parce que le bilan, il se passe plein de choses après qui est bilan ou pas. Mais je pense que la forme était importante, cette capacité immédiate d'être dans un certain type de rapport avec les dirigeants du monde, alors qu'on n'a même pas été élu conseil municipal du moindre village français. C'est d'une certaine façon plutôt rassurant pour l'image de la France, quel que soit l'avis qu'on a sur la politique de Macron. Mais je serais pas tout à fait... Je pense que sur le fond, mais on y reviendra sans doute, il y a des débuts d'affirmation d'une différence Macron, d'une différence en termes de politique internationale par rapport à l'Allemagne, qui n'est pas une différenciation sur le fond, mais qui est un léger pas de côté qui mérite, je ne parlerai pas de retournement d'alliance, mais qui mérite d'être développé, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors Jean-Louis Picot, avec une diplomatie de la main tendue peut-être, mais de la main forte, la poignée de main forte. Avec Donald Trump, oui. Je crois que Macron va poursuivre dans ce qu'il sait faire et ce qui lui a plutôt réussi au niveau intérieur jusqu'à présent, c'est-à-dire tracer sa route de manière indépendante et surtout montrer justement qu'il n'est pas dépendant de qui que ce soit au niveau national comme au niveau international. Donc effectivement, et puis c'est le premier contact. On voit derrière vous, elle est ferme. Très ferme avec Donald Trump. On va voir. Après, tout ça, c'est de la stratégie, je dirais, c'est de l'image. Après, il faut voir à l'épreuve des faits, déjà ce que Trump va dire au niveau de l'environnement dans les prochains jours. Et ensuite, pour aller sur le sujet peut-être suivant par rapport à Poutine, je pense qu'il a un très bon sens du timing. Macron, au lendemain du G7, il rencontre Poutine,
il parle pour lui, mais aussi, là, pour le coup, pour les autres, face à Poutine. Il y a des intérêts quand même très concrets en jeu. Aujourd'hui, dans la lutte antiterroriste, la France ne pourrait pas faire seule en Afrique, où elle est pourtant chef de file, sans le renseignement américain. Donc la coopération est très forte. Par ailleurs, il y a des discussions entre la France et l'Allemagne. La France voudrait défalquer de son budget tous l'énorme effort de guerre qu'elle fournit afin de réduire son endettement. Et ça, les Allemands sont pas très d'accord pour l'instant. Ils attendent que Macron donne des signes tangents, tangibles de sa volonté de réforme. Donc, il y a à nouveau un bras de fer, comme il y en avait eu un entre François Hollande et Angela Merkel, où François Hollande avait essayé d'enrôler les pays du Sud dans sa croisade et dans sa volonté d'une relance européenne, et il n'avait obtenu que partiellement cette satisfaction. Et c'est parce qu'il y a une espèce de bras de fer franco-allemand, où la France joue de son atout qui est le militaire face à la puissance économique allemande, que finalement il y a une espèce de relation improbable qui est en train de se nouer entre les États-Unis et la France, entre Trump et Emmanuel Macron. Alors Jean-Michel Elvig, un dialogue exigeant et sans aucune concession avec le président russe, c'est ce que prône Emmanuel Macron, Versailles aujourd'hui. Oui, je pense qu'il va encore une fois, c'est toujours difficile de commenter un événement qui n'a pas eu lieu, mais dans la mise en forme et la mise en scène de l'événement, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez habile, dans la mesure où ce type d'invitation flatte l'orgueil, j'allais dire patriotique, impérial de Poutine, au moindre frais. Ce n'est qu'une visite d'exposition. Et c'est une façon aussi, compte tenu de ce qu'on sait de la manière dont certaines officines russes qui sont en relation avec le pouvoir à Moscou ont pu essayer de contrecarrer l'élection de Macron par des moyens assez douteux. Il y a une façon un peu souveraine de dire ça ne m'intéresse pas, le problème n'est pas là, parlons des choses, ayons des relations, j'allais dire, adultes entre de chef d'État à chef d'État. Je pense que d'une certaine façon, ça ne veut pas dire que ça va faire plier Poutine, mais ça remet, disons, ça illustre, quand la droite ou d'autres disaient il faut parler avec Poutine. Hollande parlait avec Poutine, tout le monde parlait Poutine. Mais il y a une manière de parler avec Poutine qui est peut-être plus originale et efficace de la part de Macron. En même temps, Jean-Louis Picot, il ne le reçoit pas à l'Élysée, il le reçoit à Versailles. Un signe en langage diplomatique. C'est un signe, mais pour moi, c'est un signe pour le coup de prestige. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure, effectivement, d'un certain sens de la mise en scène et du timing d'Emmanuel Macron. Il profite de cette exposition sur la Russie à Versailles pour recevoir Poutine. Je pense que pour le coup, c'est plutôt bien joué et c'est plutôt une marque positive. Je le vois comme ça. C'est un signe qui ne coûte pas grand-chose, parce Exactement. que, en réalité, dans la poursuite de mon raisonnement sur un rapprochement, ou en tout cas la poursuite d'une relation atlantiste, c'est vrai que Poutine, c'est le méchant. Les vilains hackers de Poutine ont essayé de perturber l'élection présidentielle. Poutine a reçu Marine Le Pen, et donc Emmanuel Macron soutenait plutôt François Fillon, d'ailleurs, aussi. Voilà, et donc Emmanuel Macron a d'autant moins de raisons de lui faire des cadeaux, d'autant que les Russes nous ont sorti dans les discussions au Moyen-Orient sur Daesh, enfin dans la lutte contre Daesh, puisque ça se passe maintenant avec les Turcs et l'Iran. Et donc finalement, Poutine n'a pas grand-chose à attendre. On voit bien aussi que le processus de Minsk est totalement enlisé, que les séparatistes pro-russes continuent à faire la loi dans le Donbass. Donc finalement, par rapport à Hollande, qu'il n'avait pas reçu, ou en tout cas Poutine avait préféré annuler sa visite. Ça a l'air d'être une forme de rapprochement puisqu'on le reçoit dans un cadre assez fastueux, mais sur le fond, il n'y a pas grand-chose à attendre. Je pense que c'est assez important de dissocier effectivement la forme et le fond, même si en diplomatie, souvent la forme et le fond sont un peu liés. Mais c'est la même chose sur la question climatique. Quand Angela Merkel dit c'est pas satisfaisant, c'est une vision très allemande. Il y a eu un contrat, il y a eu un accord, traité de signé. On ne peut pas revenir en arrière. Dans d'autres, ça a été appliqué en d'autres situations. Dire sur le fond, elle a raison.
Sur le fond, elle a raison. Mais Macron quand il dit qu'il y a une évolution positive, il veut simplement dire que le fait que que Trump n'ait pas encore rejeté cet accord alors qu'il s'était engagé pendant la campagne, montre que c'est pas si simple et que c'était certainement pas lors d'un G7 que Trump allait abjurer sa promesse de campagne. Le problème qu'a Trump, c'est que c'est pas si simple que ça par rapport à sa propre opinion, par rapport aux États-Unis eux-mêmes, de remettre en question cet accord. C'est pour ça d'ailleurs que donc, le fait que ce soit dissocié montre que c'est pas si simple de la part de Trump. Donc on peut dire que tant que le pire n'est pas commis, l'espoir est permis. Et puis il y a le côté séducteur de Macron. Finalement, il arrive avec sa bonne mine, son sourire angélique. Il se met tout le monde dans la poche, en particulier le président américain, qui est quand même pas commode et qui inquiète tout le monde. Donc c'est comme ça qu'il a procédé aussi à l'Élysée et avec François Hollande. Et puis finalement, on a vu qu'il menait sa barque et qu'il réussissait à matcher. Le plus dur reste à venir pour lui. Il a pour l'instant, comme on disait, il est beaucoup dans la forme. C'est très important. On parle de diplomatie, mais effectivement, c'est très très, c'est important le paraître. Mais sur ces dossiers, comme sur les dossiers intérieurs. C'est pas le plus difficile, la diplomatie. Ça n'a pas commencé. Oui, ça n'a pas commencé. Arrive, on peut parler de la loi travail, on peut parler de plein de choses. Pour moi, ça n'a pas commencé. On en est au premier contact. Comme il a reçu les syndicats, il voit les chefs d'État étrangers. Et puis après, on va rentrer dans le dur et là, on verra. Mais quoi qu'on en dise, il y a quand même un certain état de grâce. Donc ça va durer ce que ça va durer. Ça passera peut-être pas l'été. Il va y avoir la loi travail. Mais... Alors, le plus dur, c'est, pour vous, alors, Jean-Louis Picot, le plus dur, c'est quoi ? C'est objectivement la loi de travail là, je pense que ça va être un cap, pour le coup, déjà décisif. C'est-à-dire la manière dont ça va se passer à la rentrée va donner un aperçu, déjà d'une part, de la manière dont ça se passe avec les syndicats, et puis la rue, les manifestations. Et il va falloir, face à ça, parce qu'on n'évitera pas, je pense, le conflit, mais face à ça, il faudra vraiment des résultats tout de suite au niveau des entreprises vis-à-vis de l'emploi. Un mot avec des éléments nouveaux dans l'affaire dite de Richard Ferrand dans Le Parisien ce matin, Jean-Louis Picot. Oui, Le Parisien donne ce matin la parole à un avocat, ancien bâtonnier de Brest, donc digne de foi, qui était à l'origine de la vente des fameux locaux dits de l'affaire Ferrand. Et cet avocat met en avant, ce que confirme M. Ferrand, qu'une promesse de vente a été signée par Richard Ferrand lui-même, donc avec conditions suspensives liées à un bail à venir des mutuelles et à la composition de la fameuse SCI. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, au-delà de ce qui a été passé au niveau des mutuelles, en amont, M. Ferrand s'était engagé à tout ce qui a été déroulé par la suite. On pointe quoi ? Un possible conflit d'intérêts là alors. Exactement. C'est-à-dire que, en fait, Ferrand, il assume cela depuis le début. Oui, sauf que là, on va un peu plus en amont de l'affaire, c'est-à-dire qu'au-delà de son rôle au sein des mutuelles, il s'est engagé vis-à-vis du vendeur et de cette opération. Donc c'est un peu gênant vis-à-vis du conflit d'intérêts et vis-à-vis... Deux poids, deux mesures avec l'affaire Fillon-Hubert Coudurier, c'est ça ? Non, pas de poids, de mesure. Dans le traitement de cette affaire. Non, au contraire, moi j'ai l'impression que le Canard enchaîné a voulu se dédouaner en sortant l'équivalent de l'autre côté, que par ailleurs, Édouard Philippe a déclaré ce week-end que ce sont les électeurs qui trancheraient, donc il y a une espèce d'attitude un peu homothétique. C'est spectaculaire, on peut dire. Jusqu'à présent. Ni de la part du Premier ministre, ni de Bayrou qui est silencieux. On pense que Bayrou, il a de très mauvaises relations avec Richard Ferrand, donc il ne va pas le soutenir. Moi, je pense que Ferrand, il ne sera pas dans le prochain gouvernement. Je peux m'y engager maintenant. Je peux me tromper, mais je suis prêt à prendre les paris. C'est pas vous qui décidez. Non, je décide pas, mais je prends le pari. On verra. Il y a un risque aussi de tout confondre. Je veux dire, il n'y a pas d'argent public dans cette affaire. C'est une affaire de droit privé, éventuellement d'application du code mutualiste. Il y a un code mutualiste qui peut donner lieu à des plaintes dans un autre registre qui était celui de Fillon, dont il faut jamais oublier quand on dit le pauvre, on attaque sa femme parce qu'il a employé sa femme alors que d'autres le faisaient. C'était pas ça le problème. Le problème, c'était d'employer quelqu'un à ne rien faire. Merci Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées, Hubert Coudurier du Télégramme et Jean-Louis Picot. Je signale dans Le Parisien Écho, vous ouvrez ce matin avec l'intrapreneuriat ou comment créer son entreprise tout en restant dans son entreprise. Tout un programme dans Le Parisien Écho aujourd'hui, c'est ça ?
C'est ça, c'est créer, faire de l'innovation au sein de son entreprise et donc mener sa propre barque avec le soutien de son entreprise, être entrepreneur. Alors le Parisien éco, aujourd'hui, on passe à la météo, le temps qu'il fait en France aujourd'hui et aussi en Outre-mer. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Les photos. Voilà, avant de rejoindre notre invité politique, ici même, après 8h, Yannick Jadot, le député européen, je vous propose qu'on regarde ensemble Zap Élysée, le premier zapping politique des matinales d'info. À la une du Canard enchaîné, Richard Ferrand mis en cause dans une affaire immobilière. Je ne crois pas que ce soit l'ambition de M. Macron que de traîner cette affaire Ferrand comme un boulet pendant tout son quinquennat. Ça va le décrédibiliser. Le nouveau ministre de la Cohésion des Territoires est soupçonné d'avoir favorisé sa compagne dans une location immobilière à l'époque où il était directeur général des Mutuelles de Bretagne. Il a un gouvernement qui se trouve totalement empêtré dans ses propres turpitudes. À la fois celle, effectivement, de M. Ferrand. Ils ont oublié que leur candidat a été mis en examen par le parquet national financier, ce qui n'est pas le cas de Richard Ferrand. Les électeurs de la circonscription dans laquelle Richard Ferrand se présente pourront dans 2 semaines, très exactement, dire si, comme moi, ils ont confiance en Richard Ferrand. Quand on a dit et répété qu'on construisait maintenant une nouvelle époque, faite de probité, de transparence et de morale, je crois qu'il devrait donner l'exemple. C'est-à-dire ? Je crois qu'il devrait se mettre en retrait. Sur les affaires judiciaires, de la part de quelqu'un qui a été condamné pour emploi fictif, très franchement, je pense qu'il est le moins bien placé pour s'exprimer sur ces questions de comportement moral et d'éthique en politique. Tout est bon pour exploitation politique et électorale. Donc je ne fais pas d'illusions là-dessus. Mais peu importe, vous savez, les gens me connaissent, ils savent mon travail, ils savent mes convictions et ils savent mon honnêteté. S'appuyer sur le Parti Socialiste à ce moment, c'est dur. Donc il me reste ce que je suis, ce que j'ai fait, ce que savent les Marseillais de mon travail. La règle, je la connais, elle a été fixée par le Premier ministre, elle a été fixée par le Président de la République. C'est tu gagnes, tu restes, tu perds, tu t'en vas. Les problèmes de Marseille, c'est des problèmes nationaux. C'est des problèmes de santé, d'école, de travail, auxquels moi j'ai des réponses avec mon programme. C'est ça qui est le plus important. Ce que j'espère le 11 puis le 18 juin, c'est que les Français auront compris le sens de cette audace et l'auront encore renforcé en lui donnant une majorité. Pour son premier sommet international, il arrive le dernier, au nouveau siège de l'OTAN. Il salue d'abord Angela Merkel, puis Donald Trump. Poignée de main rugueuse. Le président américain, vous le savez, profite généralement de ces moments pour impressionner ses interlocuteurs, mais il est cette fois tombé sur plus pugnace que lui. Un moment qu'Emmanuel Macron avait préparé. Confidence aujourd'hui du président français à nos confrères du JDD. Ma poignée de main avec lui, ce n'est pas innocent, ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique, mais un moment de vérité. D'un point de vue social, il n'y a rien à attendre de ce gouvernement. Alors, En Marche aujourd'hui propose des candidats, mais qui sont des candidats qui vont accompagner ces réformes antisociales. Nous sommes un pack d'opposition unis pour devenir cette opposition au système Macron, à la politique Macron, à ce qui va faire souffrir les Françaises et les Français. You want me to take my plane? Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio.
Voilà, l'invité politique de Sud Radio, de Public Sénat, avec la presse quotidienne régionale ce matin, c'est Yannick Jadot. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles, merci d'être avec nous. Yannick Jadot, Emmanuel Macron accueille Vladimir Poutine à Versailles aujourd'hui. On vous a entendu d'ailleurs ce week-end être très critique à l'occasion de ce rendez-vous diplomatique. Il n'est pas reçu à l'Élysée tout de même, et en même temps il a vu tous les grands de ce monde. Est-ce que c'est pas normal au fond qu'il voit Vladimir Poutine ? Je crois qu'il fait son premier faux pas politique. C'est une faute politique lourde. Vous savez que ce week-end, Vladimir Poutine n'était pas au G8, qui est redevenu G7 du fait de ses crimes en Syrie, du fait qu'il entretient la guerre aux frontières de l'Europe, en Ukraine, et lui donner une telle tribune, une telle image, un tel symbole autour de Versailles pour fêter Pierre le Grand. C'est d'ailleurs autour de Pierre le Grand que Vladimir Poutine justifie l'annexion de la Crimée, puisque Pierre le Grand déjà était dans l'expansionnisme russe, qui s'était déclaré empereur de toute la Russie. Je trouve que c'est une politique lourde, à la fois de lui donner un tel outil de propagande vis-à-vis des Russes, et puis surtout de ne pas recevoir Vladimir Poutine dans un cadre beaucoup plus neutre, et pour le coup, puisqu'il se dit pro-européen, avec Angela Merkel, pour justement imposer l'Europe comme interlocuteur de la Russie, notamment autour de la question Depuis la ukrainienne. Crimée, justement, dont vous parliez, et l'Ukraine, il y a eu des sanctions à l'égard de la Russie. Or, la politique étrangère de Vladimir Poutine n'a pas changé. Alors, est-ce que c'est pas mieux quand même de parler avec lui, peut-être au nom de l'Europe, puisque Emmanuel Macron a vu effectivement tous les représentants du G7 aujourd'hui, en tant qu'Européen et Français, il va voir Poutine, non pas officiellement, puisque c'est une visite d'une exposition. Oui, mais je trouve qu'il y a là un recul, y compris par rapport à François Hollande. François Hollande voulait construire un rapport de force européen vis-à-vis de Vladimir Poutine. Le problème qu'on a avec Vladimir Poutine, c'est que dès que ce rapport de force est un peu affaibli, il n'écoute personne, il ne fait rien. Les sanctions, ça n'a pas donné grand-chose. Ça n'a pas donné grand-chose parce que je crois qu'on n'applique pas à la Russie, d'ailleurs, ce que font un peu les États-Unis, c'est-à-dire ce qu'on appelle la liste Magnitsky, c'est de sanctionner non pas le peuple russe, il faut absolument pas sanctionner le peuple russe, qui est lui-même victime d'une dictature en Russie, mais il faut sanctionner l'oligarchie corrompue qui gouverne avec Vladimir Poutine, qui a participé au massacre et continue de soutenir les massacres en Syrie, qui participe d'une guerre en Ukraine, et puis regardez la scène nationale russe. Vous êtes journaliste et vous voulez faire votre travail, soit vous êtes en grande difficulté, soit vous êtes assassiné, vous êtes opposant, soit vous êtes en grande difficulté, soit vous êtes assassiné. De lui offrir une telle image du roi Soleil, Louis XIV, qui reçoit l'empereur de toutes les Russies, le tsar de toutes les Russies, Pierre le Grand, je trouve ça franchement un très mauvais premier pas en termes de diplomatie. Alors, en termes de diplomatie, toujours, à Taormine, au sommet du G7, divergence avec Donald Trump sur le climat. Le président américain dira la semaine prochaine s'il sort de l'accord de Paris. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît possible ? On va passer 4 très mauvaises années avec Trump dans la négociation climatique. Le pire serait effectivement que les États-Unis se retirent de l'accord de Paris, même si ça sera un retrait très politique, parce que juridiquement c'est plus compliqué que ça, mais évidemment ça mettra à mal la négociation internationale sur le climat. Maintenant, à la fois il y a ce qui se passe aux États-Unis, des villes, des États, des entreprises qui investissent tous les jours dans la transition énergétique. Il y a plus d'emplois aux États-Unis sur les énergies renouvelables que sur les énergies fossiles. Donald Trump, comme Vladimir Poutine, sont des climato-sceptiques, mais pas au sens de la contestation de la science. Ça, c'est pour les tweets qu'ils envoient, mais parce qu'ils défendent les énergies fossiles, le gaz, le charbon, et qu'ils ne veulent pas de politique de décarbonation de l'économie. D'ailleurs, il y a un rapport que vient de signer Vladimir Poutine sur la sécurité en Russie, et l'une des menaces considérées sur la sécurité pour la Russie, c'est que nous passions à un système où on importe moins, on utilise moins d'énergie fossile. Donc ça, c'est leur combat. Maintenant, ça veut dire une énorme responsabilité pour l'Europe, qui a laissé un peu les États-Unis et la Chine prendre en main la négociation climatique ces dernières années. L'Europe doit retrouver le leadership de la négociation climatique, et ça passe notamment... Et là encore, Emmanuel Macron a fait le service minimum à Taormine.
Écoutez, un G7, c'est d'abord de la communication. Hein, c'est pas là que les affaires du monde se résolvent. Mais ce qui est évident, c'est que notamment dans la relance du projet européen, il peut faire un acte fondateur avec Angela Merkel, qui a toujours voulu que l'Europe fasse plus sur le climat, qui a toujours voulu que l'Europe fasse plus sur les énergies renouvelables, ce que François Hollande n'était pas prêt à faire. Emmanuel Macron doit le faire. Un vrai projet européen d'investissement sur la transition énergétique. C'est des emplois sur tous nos territoires. C'est un projet de civilisation pour l'Europe et c'est un projet qui peut mobiliser... Et ça, Nicolas Hulot peut le porter. Vous souhaitiez qu'il soit candidat à l'origine. Hein, oui. Je me souviens. Est-ce qu'au fond... J'en ai parlé avec lui. Je lui ai dit, ça, c'est un grand projet que tu dois porter auprès du président de la République. Et puis, auprès de tes homologues européens. Vous savez, vous vous souvenez, le quinquennat Hollande, il a démarré avec l'idée de réorientation de l'Europe. Ça n'a pas été fait du point de vue budgétaire, mais en même temps, il y avait eu aussi le 50e anniversaire du traité de Versailles, où François Hollande et Angela Merkel avaient parlé d'une communauté européenne de l'énergie, renouant avec l'origine de la CECA en 1952. Finalement, la France imposant toujours son nucléaire, l'Allemagne avait tourné le dos à la France en disant « vous n'êtes pas sérieux, c'est encore que du discours ». Là, au contraire, c'est de l'innovation dans l'industrie, c'est de l'industrie sur le sol européen. Et puis, c'est un formidable projet pour les jeunes et pour nos salariés comme pour les citoyens. Là, Nicolas Hulot, ministre d'État, est-ce que vous l'attendez sur un point très particulier, sur Notre-Dame-des-Landes, par exemple ? Le fait qu'il y ait un médiateur pendant 6 mois, vous pensez que ça va se terminer comment ? Ça ne peut que se terminer en disant comment on améliore l'aéroport actuel. On ne va pas jeter l'aéroport actuel. La philosophie du jetable, c'est terminé et on ne va pas bétonner de la biodiversité des terres agricoles. La seule solution raisonnable, c'est d'améliorer Nantes-Atlantique si besoin. Aujourd'hui, les aéroports européens peuvent être de la taille de Nantes-Atlantique, sont très performants et peuvent accueillir beaucoup plus d'avions. Mais dans les 6 mois, c'est vrai que d'ici la fin de l'année, se joue beaucoup de choses pour voir si ce gouvernement, qui, reconnaissons-le, à part Nicolas Hulot, n'est pas écolo, entre Édouard Philippe, qui a été un des responsables d'Areva au moment des grandes turpitudes d'Areva sur Oramine, par exemple, Emmanuel Macron, qui, dans sa campagne et quand il était ministre, a plutôt choisi le nucléaire, le diesel et les sociétés autoroutières. Donc ça veut dire quoi ? Nicolas Hulot va pas pouvoir un ministre de l'Agriculture que vous connaissez bien oui. ici, à Public Sénat, qui a même pas voté sur les néonicotinoïdes. Donc on peut multiplier les choses comme ça. Par exemple, sur le nucléaire... Il y a 3 choses dans les 6 mois. Notre-Dame-des-Landes, la programmation des investissements sur l'énergie pour traduire la loi de transition énergétique. Est-ce que sur ce quinquennat, on ferme ou pas 15 réacteurs ? Et puis, ce fameux Grenelle de l'agriculture et de l'alimentation, est-ce que dans notre pays, on va enfin offrir aux citoyens une alimentation de qualité, aux agriculteurs une vraie perspective d'agriculture paysanne et beaucoup moins... Vous avez des doutes ou vous faites confiance à Nicolas Hulot quand même ? Je n'ai aucun doute sur la conviction et l'ambition de Nicolas Hulot. Là où j'ai des doutes, évidemment, c'est sur le reste du gouvernement. Vous vous souvenez tous de Jean-Louis Borloo, qui était un écolo convaincu, qui a fait le Grenelle, qui l'a porté, qui a été un formidable moment de respiration écologique dans notre pays. Il avait Matignon contre lui, il avait Bercy contre lui, et à partir du moment où Nicolas Sarkozy a considéré que ça ne payait pas électoralement, il a été abandonné, et les mesures du Grenelle de l'environnement se sont effondrées parce que le président de la République ne se soutenait plus. L'invité politique de Public Sénat de Sud Radio ce matin, c'est Yannick Jadot, député européen. Yannick Jadot, le Parisien, parle de Richard Ferrand ce matin. Nouveaux éléments. Alain Castel, qui est l'avocat à l'origine de l'opération immobilière, explique comment le dossier a été monté et signé. Donc cet avocat qui est à l'origine de la vente des fameux locaux met en avant une promesse de vente qui aurait été signée avec les propriétaires des locaux, avec des conditions suspensives liées à la création d'une SCI. Il faut lire le Parisien pour comprendre les détails techniques de ces nouveaux éléments. Une interrogation qui est liée à un éventuel conflit d'intérêts. Est-ce que vous pensez que les gens comprennent cette affaire ? Je crois que les gens comprennent parfaitement cette affaire. Ils ne comprennent pas l'histoire de la SCI. Simplement, quand même, la femme de M. Ferrand a mis, pour chaque euro mis dans cette SCI qui au départ faisait 100 euros, pour 1 euro, on a gagné 3 000. Pour 1 euro, on a gagné 3 000. Ça, ils comprennent parfaitement. Surtout, ce qu'ils comprennent, c'est que dans ce moment où les responsables politiques doivent être exemplaires du point de vue de leur choix,
qu'ils soient dans leur vie passée comme dans leur vie publique, avec des mandats, c'est pas acceptable. La réalité, c'est que ça n'est plus acceptable. Monsieur Ferrand a favorisé sa femme, pas forcément au détriment de son entreprise, ça c'est ce qu'on comprend aussi, mais il a favorisé celle qui serait bénéficiaire de ce contrat. Il doit partir, c'est injustifiable aujourd'hui. Et on voit s'organiser les mêmes stratégies de déni qu'avec François Fillon au moment pour les Républicains. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sauf que la justice légal. La justice ne s'en saisit pas aujourd'hui. Oui, d'accord, mais le problème de Fillon n'est même pas un problème de justice, c'est un problème de morale politique, c'est un problème d'éthique en politique. Et d'un seul coup, on nous parle de présomption d'innocence. Les faits sont avérés. Donc la question n'est pas la présomption d'innocence. Les faits sont avérés. C'est est-ce que du point de vue éthique, du point de vue moral, ce qu'a fait M. Ferrand est acceptable dans le champ politique aujourd'hui ? Je considère que non. Et ça montre quand même qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. À un moment donné, le renouvellement, c'est pas simplement changer de promotion de l'ENA et faire du neuf avec du vieux. À propos des législatives, combien de députés Europe Écologie Les Verts demain à l'Assemblée ? Au vu de... On doit avoir 460... de ce nouveau paysage politique. On doit avoir 460 candidates et candidats. C'est pas le score que nous ferons le 18 juin. J'espère qu'on en aura le maximum. On se bat. Moi, je suis en tournée sur les législatives. Non, mais c'est quoi un maximum ? Est-ce que vous aurez les moyens d'avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée ? Notre objectif a toujours été d'avoir un groupe parlementaire. Ah oui, mais... Reconnaissons que ça va être difficile. Voilà. Reconnaissons que ça va être difficile. Mais ce que je dis partout où je me déplace, c'est il n'y a pas d'écologie sans écologistes. Il y a des discours sur l'environnement, il y a des discours sur l'écologie, il y a des promesses, mais on a vu dans ce quinquennat que sans les seuls qui défendaient vraiment l'écologie, c'était les députés écologistes. Donc il faut des députés écologistes pour que ce quinquennat soit pas perdu pour l'écologie, et y compris pour défendre Nicolas Hulot à chaque fois qu'il arrachera. Est-ce que vous êtes dans le bon couloir en disant on truste un espace à gauche entre Benoît Hamon, Martine Aubry et Anne Hidalgo ? Est-ce que c'est le bon couloir ? Quand vous voyez que vous avez Nicolas Hulot qui est ministre d'État, ministre de la Transition écologique, est-ce que vous ne dites pas que l'écologie que vous représentez, elle est un peu à côté de la plaque ? Non, pas du tout, parce qu'encore une fois, nous avons la force de la cohérence. Moi, je défendrai Nicolas Hulot, ministre, à chaque fois qu'il obtiendra un arbitrage. Mais reconnaissez qu'il est face à Le Drian, qui a toujours été le relais de la FNSEA en Bretagne, qui a toujours été pro-Notre-Dame-des-Landes. Face à Bruno Le Maire, qui voulait supprimer le principe de précaution dans la Constitution. Ça va être quand même gâteau quand Nicolas Hulot va discuter fiscalité écolo avec lui. Donc, il faut des députés écologistes. Maintenant, mon message est clair en ce moment sur la recomposition politique. Ce qu'a marqué Emmanuel Macron, avec succès incontestablement, c'est qu'il a créé le pôle libéral dans notre société de centre-droit. Moi, je veux créer le pôle social, écolo, européen, démocrate. Vous dites en même temps, il faut déborder. Bien sûr, ça se passe les appareils politiques, mais c'est Emmanuel Macron qui est en train de le faire. Mais il le fait. Mais vous avez parfaitement raison. Mais il le fait sur une pensée politique qui n'est pas la mienne. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à le faire sur ma pensée politique. Et ça ne se fera pas au sein du Parti socialiste. Je vois bien toutes les stratégies de congrès du PS des uns et des autres. Ça ne se fera pas là. Pour sortir du Parti socialiste, il faudra aussi dépasser Europe Écologie Les Verts pour créer cet espace politique. La pensée de Jean-Luc Mélenchon, qui a parlé de Bernard Cazeneuve en disant le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse. Ce matin, Bernard Cazeneuve annonce son intention de porter plainte. Jean-Luc Mélenchon va trop loin. Je pense que le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'aujourd'hui, il veut, et il le dit explicitement, il veut incarner une colère dans le peuple, mais il l'incarne en la construisant sur le peuple contre les élites. Et je crois que le problème, c'est qu'il ne maîtrise pas cette colère. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il est incapable, le soir du premier tour de la présidentielle, de choisir entre Macron et Le Pen, parce que quand vous voulez incarner une colère, vous ne savez pas quel débouché va trouver cette colère. Et je crois qu'on a combattu, on s'est battu sur Sivens. On a dénoncé le fait que l'enquête publique n'avait pas été aussi loin qu'il le fallait sur les responsabilités qu'il y avait eu sur cette mort absolument tragique. Mais je pense que l'écologie, ça n'est pas construire la brutalisation du débat politique. Yannick Jadot, député européen. Vous avez des nouvelles, j'imagine, de Benoît Hamon depuis l'élection présidentielle ? Oui, on se voit régulièrement, justement, pour voir quelle perspective on peut donner à cette plateforme présidentielle. Mais je l'ai dit et je l'ai répété, je n'entrerai pas dans une écurie présidentielle de 2022. Je n'entrerai pas dans les histoires du Parti socialiste pour le prochain congrès. Soit on est capable de faire quelque chose qui nous sortira et du PS et dépassera aussi Europe Écologie Les Verts, soit nous serons écrasés entre Macron d'un côté, c'est quoi, c'est un en marche écologiste ? C'est fini.
c'est un mouvement social écolo et européen. Merci Yannick Jadot, député européen, d'avoir été notre invité. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. Voilà, Yannick Jadot quitte notre plateau et le remplace Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées à son siège précisément, et Hubert Coudurier du Télégramme, le directeur de l'information et président de TBO, de l'autre côté. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Vous étiez là dans la première partie de cette matinale d'infos. On démarre tout de suite avec la réaction de Yannick Jadot, assez virulente contre Vladimir Poutine, en fait contre la rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron qui a lieu à Versailles aujourd'hui. Pourtant, Hubert Coudurier, on peut dire que c'est un petit peu... En tout cas, c'est normal qu'après ce G7, Emmanuel Macron rencontre Vladimir Poutine, non ? Alors, Yannick Jadot, lui, il insiste sur l'honneur qui est fait à Vladimir Poutine de le recevoir en grande pompe à Versailles. C'est vrai que sur le plan symbolique, c'est important. Mais ça ne veut pas dire qu'on va lever les sanctions. Et par ailleurs, effectivement, Macron se démarque de Hollande, qui, lui, avait émis un certain nombre de réserves, qui avait conduit Poutine à annuler sa visite. Qu'on le veuille ou non, la Russie est à 3 heures d'avion de Paris. Le général de Gaulle avait essayé de faire la bascule entre les deux super grands pendant la guerre froide. Et aujourd'hui, même si la guerre froide est terminée, on est à nouveau dans une logique de guerre mondiale, de guerre contre le terrorisme, et il faut bien discuter avec les Russes. Alors, ça n'empêche pas que c'est un régime, disons, totalitaire, que les opposants, certains opposants, pas tous, heureusement, et des journalistes soient assassinés. Mais enfin, on ne peut pas non plus... la réal politique, ça existe. On ne peut pas faire de politique internationale avec des bons sentiments, sinon on ne verrait plus personne. Jean-Michel Elvig, ça existe, la réal politique ? Oui, à force de mettre de la morale et des bons sentiments partout, ça fait ce qu'on appelle la moraline. Ça, on en arrive à mettre en cause Pierre le Grand, l'expansionnisme de Pierre le Grand il y a 300 ans, qui rencontrait Louis XIV, qui à l'époque, je crois, avait 5 ou 7 ans. Enfin, on est dans une espèce d'anachronisme historique qui est désolant pour des gens quand même quand on fait métier de la responsabilité politique. Mais effectivement, le problème sur le fond, est-ce qu'il lâche quoi que ce soit ? Et à l'inverse, Hollande, pour des raisons qui peuvent se défendre, avait fermé la porte au nez à Poutine quand il était venu. Il devait venir inaugurer une cathédrale orthodoxe. L'église orthodoxe à Paris dans le 15e. Parce qu'il voulait parler de la Syrie. Ça n'a pas fait avancer non plus d'un poil le dossier. Alors, est-ce que là, ça le fera avancer davantage ? Peut-être pas, mais je veux dire, si on devait recevoir et parler qu'aux gens, aux hommes d'État qui sont absolument sans reproche sur les questions morales. Bon, à part, il y aurait Trudeau, il y aurait peut-être la première ministre du Danemark, Theresa May, le président du Costa Rica. Theresa May. Non, pas Theresa May. Donc, Theresa May, on lui parle plus maintenant. Sans être... Quand on dit réel politique, ça rime parfois avec cynisme. Il ne faut pas être cynique, mais il faut être réaliste, efficace. Et vous dites, vous, dans la République des Pyrénées, qu'au fond, il réussit son examen de diplomatie, de passage diplomatique, Emmanuel Macron. Oui, on peut dire ça, parce que, à contrario, s'il avait fait des bourdes, tout le monde aurait dit il a raté son examen de passage. Donc il se trouve qu'il n'a pas fait de faux pas, et ça montre que d'emblée, il est capable d'assumer cette fonction de chef fonction de chef d'État français, qui est diriger la diplomatie, la politique internationale de son pays, et qui est sur ce plan-là, il a montré qu'il avait au moins maintenant qu'il avait l'envergure pour. Deuxième thème qu'a abordé Yannick Jadot, qui était notre invité ce matin, l'affaire dite Richard Ferrand. Il faut vraiment mettre du conditionnel à tout ça, avec des nouveaux éléments dans le Parisien de ce matin. Lui, il dit clairement, Hubert Coudurier, Yannick Jadot, il faut que Richard Ferrand s'en aille. Oui, mais c'est un peu la pente de la facilité. C'est la pente du moralisme ambiant, comme le dit Jean-Michel si bien, qui effectivement continue sur ce thème du dégagisme, du rejet des élites, etc. Donc effectivement, on finira par avoir Marine Le Pen dans 5 ans. Je pense qu'en ce qui concerne Richard Ferrand,
il a effectivement, il y a l'épreuve des urnes, la sanction qui arrive le 18 juin. Deuxièmement, la loi n'est pas rétroactive. En l'occurrence, ce sont des faits anciens. Troisièmement, il n'a pas commis, si vous voulez, d'acte illégal. La loi, ça veut dire quelque chose. On passe son temps à dire la loi, on s'en fout, c'est la morale qui compte. Bon, la loi, c'est quand même. Comment c'est perçu en Bretagne, vous qui êtes directeur de l'information du Télégramme? Je sais rien, j'étais pas en Bretagne ce week-end, je peux pas vous le dire. Et je pense que c'est un homme de terrain qui a plutôt une bonne image. On va voir s'il est sanctionné pour ça. Mais ça concerne aussi une entreprise privée, ce n'est plus de l'argent public. Quant au court laps de temps où son fils a travaillé pour lui comme assistant parlementaire, il a réellement travaillé. Donc il faut arrêter de tout mélanger. Michel Elvig là-dessus. Oui, je suis à peu près d'accord avec ça. Simplement, l'argument d'Edouard Philippe selon lequel c'est les électeurs qui trancheront, non, parce qu'à ce moment-là, Patrick Balkany est un honnête homme, Cahuzac aurait été probablement réélu s'il s'était présenté après sa sortie du gouvernement. C'est pas un argument. L'argument, c'est la loi, mais au-delà, c'est le droit. Je veux dire, le problème aussi, on a un problème avec le droit. Pour les Allemands, le droit et la morale, c'est confondu. Mais en France, il y a le droit, mais il y a la morale. Donc on en arrive à parler de conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, il y a une définition juridique, pénale, qui est liée, en l'occurrence, c'est le code de mutualisme, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait contraire au droit, donc à l'application des règles en vigueur au moment où il est directeur général? C'est ça la question. Alors après, effectivement, on peut dire, et dernier point, de dire oui, mais il va y avoir la loi de la moralisation de Bayrou, c'est contradictoire. La loi de Bayrou, tous les éléments qui sont dans la loi portent sur les rapports entre les hommes publics et l'argent public. C'est-à-dire ça n'a strictement aucun rapport. Même s'il y avait eu la loi Bayrou, on aurait très bien pu ressortir cette histoire et dire ah là là, c'était épouvantable ce qui s'est passé. Par ailleurs, Richard Ferrand souligne à juste titre que le travail qu'il a fait pendant plusieurs années a été un travail efficace à la tête des mutuelles de Bretagne. Donc il a créé et sauvegardé des emplois et c'est pas non plus totalement indifférent. Il reste une minute. Où est-il, Yannick Jadot, à gauche? Yannick Jadot, il est où à gauche? C'est une question qu'il fallait lui poser. Apparemment, il soutient Benoît Hamon, mais en même temps, il ne veut pas complètement adhérer à tout ce que va faire Benoît Hamon. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai compris. Ce qu'il voudrait, c'est un dépassement d'Europe Écologie Les Verts, mais qui soit pas le PS, qui soit pas Macron, qui soit pas Mélenchon. Concrètement, le problème, concrètement, ça fait résultats électoraux. Ça fait 1% dans les sondages qu'ils ont su d'ailleurs très bien monnayer, mais c'est malheureusement ils n'ont pas d'avenir seuls. C'est vrai que les écologistes en France ne pèsent pas sur le plan électoral, et là, pour la première fois, une figure emblématique des écolos est au pouvoir et il le ménage dans ses propos. Il ménage Nicolas Donc on a vraiment l'impression que pour eux, c'est peut-être une planche de salut de pouvoir être aspiré par cette personnalité très populaire qui va peut-être peser sur le cours politique du pays, ce qui n'est pas leur cas depuis longtemps. Merci Hubert Coudurier du Télégramme et Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées. On passe au zapping, le Zappélisé, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. À la une du Canard enchaîné, Richard Ferrand mis en cause dans une affaire immobilière. Je ne crois pas que ce soit l'ambition de M. Macron que de traîner cette affaire Ferrand comme un boulet pendant tout son quinquennat. Ça va le décrédibiliser. Le nouveau ministre de la Cohésion des Territoires est soupçonné d'avoir favorisé sa compagne dans une location immobilière à l'époque où il était directeur général des Mutuelles de Bretagne. Il a un gouvernement qui se trouve totalement empêtré dans ses propres turpitudes. À la fois celle, effectivement, de M. Ferrand. Ils ont oublié que leur candidat a été mis en examen par le parquet national financier, ce qui n'est pas le cas de Richard Ferrand. Les électeurs de la circonscription dans laquelle Richard Ferrand se présente pourront dans 2 semaines, très exactement, dire si, comme moi, ils ont confiance en Richard Ferrand. Quand on a dit et répété qu'on construisait maintenant une nouvelle époque, faite de probité, de transparence et de morale, je crois qu'il devrait donner l'exemple. C'est-à-dire ? Je crois qu'il devrait se mettre en retrait. Sur les affaires judiciaires, de la part de quelqu'un qui a été condamné pour emploi fictif, très franchement, je pense qu'il est le moins bien placé pour s'exprimer sur ces questions de comportement moral et d'éthique en politique. Tout est bon pour exploitation politique et électorale. Donc je ne fais pas d'illusions là-dessus. Mais peu importe, vous savez, les gens me connaissent, ils savent mon travail, ils savent mes convictions,
et ils savent mon honnêteté. S'appuyer sur le Parti Socialiste en ce moment, c'est dur. Donc il me reste ce que je suis, ce que j'ai fait, ce que savent les Marseillais de mon travail. La règle, je la connais, elle a été fixée par le Premier ministre, elle a été fixée par le Président de la République. C'est tu gagnes, tu restes, tu perds, tu t'en vas. Les problèmes de Marseille, c'est des problèmes nationaux. C'est des problèmes de santé, d'école, de travail, auxquels moi j'ai des réponses avec mon programme. C'est ça qui est le plus important. Ce que j'espère le 11 puis le 18 juin, c'est que les Français auront compris le sens de cette audace et l'auront encore renforcé en lui donnant une majorité. Pour son premier sommet international, il arrive le dernier, au nouveau siège de l'OTAN. Il salue d'abord Angela Merkel, puis Donald Trump. Poignée de main rugueuse. Le président américain, vous le savez, profite généralement de ces moments pour impressionner ses interlocuteurs, mais il est cette fois tombé sur plus pugnace que lui. Un moment qu'Emmanuel Macron avait préparé. Confidence aujourd'hui du président français à nos confrères du JDD. Ma poignée de main avec lui, ce n'est pas innocent, ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique, mais un moment de vérité. D'un point de vue social, il n'y a rien à attendre de ce gouvernement. Alors, En Marche aujourd'hui propose des candidats, mais qui sont des candidats qui vont accompagner ces réformes antisociales. Nous sommes un pack d'opposition unis pour devenir cette opposition au système Macron, à la politique Macron, à ce qui va faire souffrir les Françaises et les Français. You want me to take my plane? Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain matin pour une nouvelle édition de Territoire d'info en matinale sur Public Sénat et avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. Bonne journée à tous.